Allah, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Que vous avez regardé la vidéo Un mariage hanté et que vous avez frissonné, que vous avez apprécié. Merci pour ceux et celles qui ont souligné les différences, l'amélioration. Vous savez, je suis pas vidéaste et tout ça, mais j'essaye de m'améliorer. J'investis dans des logiciels et tout ça pour que vous ayez une qualité irréprochable, que ce soit à regarder ou soit à écouter. Et quand je vois que vous m'écrivez que le résultat est là, bah ça me fait chaud au cœur. Donc l'histoire d'aujourd'hui sera une story time horreur. On va suivre une famille qui va en plein déménagement, malheureusement vivre un déménagement pas comme les autres. Mais voilà. Je ne veux pas en dire plus pour pas vous spoil, pour pas vous enlever voilà, les frissons et le plaisir. Donc on va y aller sans plus tarder. Je vais vous laisser comme d'habitude et bien préparer votre petit snack, éteindre vos lumières pour regarder cette petite story. Vous calez bien comme il faut. Mettre vos écouteurs si vous voulez être un peu plus dans l'histoire et dans les frissons. Et une fois que tout ceci est fait, et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette. Pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, fi Dawlat Oman. Je vous amène avec moi à Oman. Donc, celui qui nous raconte cette story time horreur, c'est un jeune homme aujourd'hui qui est âgé de 30 ans, mais cette histoire, elle est arrivée lorsqu'il était âgé de 15 ans. Donc, ce jeune homme, il se prénomme Saad. Donc, Saad, il nous dit que lui, dans sa famille, il est au milieu parce qu'il a des grands frères et des grandes sœurs, et entre, il y a plusieurs du milieu, donc il ne peut pas nous dire sa place exacte parce que, masha'Allah, voilà, c'est une famille nombreuse, mais en tout cas, il est al-wastani, c'est-à-dire le milieu. Donc Saad, il nous dit qu'il a grandi au sein d'un foyer super équilibré, mais surtout empli d'amour. Il nous dit qu'il vivait entre ses parents, ses frères et ses sœurs, et qu'il y avait énormément d'amour entre eux et d'entente. Il faut savoir, il nous dit que à l'époque, leur maison, elle était petite pour le nombre qu'ils étaient, mais ils s'y sentaient très bien, malgré, il nous dit que voilà, leur situation financière était vraiment difficile, c'était pas simple tous les jours, mais le fait voilà qu'ils se soutenaient, qu'ils s'aimaient et qu'il y avait de l'entente, ben, ils arrivaient à surpasser ça. Ils nous disent ce qui est drôle, c'est que leur situation financière à eux, à sa famille, à lui, elle n'était pas comme le reste de la famille, ou bien même comme celle du grand-père, c'est-à-dire le papa de son père, son grand-père paternel. Parce qu'il nous dit que son grand-père paternel, il avait, masha'Allah, eh bien, énormément de biens. Il avait énormément de choses, mais il nous dit, Saad, selon les propres dires du grand-père, il faisait vraiment attention à ses dépenses, il était vraiment très près de ses sous et ça ne le dérangeait pas de se dire lui-même qu'il était super radin, malgré qu'il voyait voilà que le père de Saad avec ses nombreux enfants, son épouse,
épouse, la maison dans laquelle il vivait, il galérait, eh bien jamais malheureusement il a tendu la main pour aider le père de Saad. Donc Saad, il nous dit que ce qui lui faisait trop mal au cœur, c'est de voir que son grand-père, au final, il profitait même pas de son argent, il faisait que de le stocker, il le laissait dormir à la banque, enfin les banquiers jouent avec, t'as compris, et après quand tu leur demandes, oui, je voudrais sortir de mon argent, telle somme, ils te disent pourquoi, ben, c'est mon argent, bref, on passe. Donc là, il nous dit en fait, ça lui faisait trop mal au cœur parce que son grand-père, il profitait pas, il voyageait pas. Et il dit, malheureusement, va venir le jour où son grand-père va décéder. Donc le grand-père, quand il est mort, et ben après, il y a eu les histoires, vous savez, de notaires. Et comme le père aussi, il avait des autres frères et des autres sœurs, tout a été réparti, tout a été séparé. Mais dites-vous que le grand-père, tellement qu'il n'avait jamais touché à ses sous, que chacun a reçu de belles parts, que ce soit les filles ou que ce soit les garçons. Ils étaient choqués, quoi, des sommes que ça leur a fait à chacun. Tellement, dites-vous, que le grand-père, il avait stocké comme ça de l'argent. Et le père, il avait déjà un rêve depuis longtemps en tête, mais que malheureusement, il ne pouvait pas concrétiser parce que ses moyens ne lui permettaient pas. Mais là, aujourd'hui, il peut se permettre ça. Son rêve, c'était quoi au père? C'était d'offrir à ses enfants et à son épouse une énorme maison. Donc, il nous dit à l'époque, le quartier dans lequel ils habitaient, il y avait comme des plans d'urbanisation. Ils démolissaient tout ce qui était des anciennes bâtisses, des anciennes maisons, pour en faire un quartier que de villas, des petites villas comme ça, mais très modernes. Donc, le père, il a toujours vécu là-bas et il se sentait trop bien dans ce quartier. Il n'avait pas envie de partir. Donc l'idée que le père il a eue, c'est tout simplement de détruire l'ancienne maison, leur ancienne petite maison, et sur le même terrain, puisque de toute façon le quartier il se remodernisait, eh bien mettre leur nouvelle maison, mais en style villa, plus grande, pour que, voilà, il y ait plusieurs chambres, plusieurs salles de bain, etc. Bref, maintenant, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les sous qu'ils avaient. Et là, quand il en parle à ses enfants, quand il en parle à son épouse, tout le monde est d'accord et rêve, voilà, de voir la maison que leur papa va leur offrir. Donc, une fois que la petite famille, elle est d'accord avec l'idée du papa, le papa, il commence tout de suite à réfléchir à comment, en fait, il allait faire pour mettre à l'abri le temps des travaux, ses enfants et sa femme et lui-même. Parce qu'en fait, lui, il nous dit ça dans un premier temps, il voulait trouver quelque chose à proximité de leur ancienne maison pour que ce soit plus simple pour lui de venir tous les jours surveiller voilà, ceux qui vont s'occuper du chantier et tout, être derrière eux, parce que en gros, il se sentait mieux dans son esprit d'être pas trop loin pour toujours, c'est-à-dire surveiller et faire en sorte que les travaux se passe bien. Mais le souci, c'est que les anciens appartements, les anciennes maisons, elles ont été, vous vous rappelez, je vous ai dit, détruites pour le nouveau plan d'urbanisation des villas et tout ça. Et ceux qui encore étaient debout, qui n'étaient pas encore détruits, ils étaient déjà loués par des gens qui ont eu la même idée d'eux, que, pour ne pas partir plus loin, ils avaient été beaucoup plus rapides. Donc le père, miskin, après des semaines et des semaines de recherche pour être le plus proche possible de son secteur et voilà, pouvoir comme il le souhaite les travaux, il n'a malheureusement rien trouvé à proximité. Et après quelques jours seulement, il a fini par trouver, dites-vous, une maison qui pouvait accueillir toute sa grande famille et lui-même. Donc il rentre, il est content, il annonce cette nouvelle à sa femme et ses enfants. Vous savez, j'ai trouvé en gros, j'ai trouvé une maison qui va tous nous abriter. Le seul truc, c'est qu'elle est vraiment qadim, c'est-à-dire elle est vraiment ancienne, elle est vraiment vieille. Dites-vous même, elle est plus vieille que notre maison, alors que déjà notre maison, elle est ancienne. Donc là, ils sont surpris, mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Et il leur ajoute, vous savez, en plus, c'est à 1 heure d'ici en voiture, et en plus, elle arrive dans Atraf el-Medina, c'est-à-dire comme si elle est au bout de la ville, elle est excentrée et tout ça, mais je suis désolée, j'ai fait de mon mieux pour trouver quelque chose de bien, mais là, si on veut réhabiter vite dans notre maison, on ne peut plus encore, retarder comme ça, il faut qu'on patiente.
Ce sera, Inch'Allah, que pour quelques mois. Et après, on reviendra ici. Donc là, que ce soit la femme et les enfants, certes, ils sont dégoûtés. Et même le père, il est dégoûté. Et moi-même, je suis dégoûtée. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et en plus, c'était un prix qui était abordable. Donc le père, comme on dirait un peu crûment, il ne va pas cracher dessus. Bon, le papa, quand même, il voit un peu que les visages et les mines sont un peu tristounettes. Donc, il va essayer quand même de vendre le truc mieux parce que voilà, il aura direct annoncé c'est vieux, c'est loin, c'est pété. Mais il y a un jardin. Hein. Donc, il leur annonce il y a un énorme jardin. Donc, les garçons, ils sont contents. Bon, on va pouvoir bien voilà, jouer au foot et tout. Il dit aux filles, il y a des trop belles chambres. Donc, les filles, elles disent bon, ok. Et tout le monde un peu commence à ressourire, vous voyez. Et la mère, elle dit de toute façon, Anamarak, genre en gros, moi de toute façon, je suis avec toi, c'est toi qui décides. Donc directement, le père, il prend contact avec le mec qui loue cette grande maison. Ils se sont mis d'accord, ils ont signé les contrats, il lui a passé l'argent, les loyers, et l'autre, il lui a remis les clés en lui indiquant l'emplacement exact, etc., etc. Donc le père, il lui dit de toute façon, j'espère que ce sera une période que pour deux. Allez, si tout va bien, 8, 9 mois comme ça et tout. Au pire, 1 an galus, le temps que je monte ma maison et tout ça. Donc voilà. Donc le mec, il lui a dit, il n'y a pas de problème, ça va bien te convenir pour toi et ta famille. Et Inch'Allah, khair. Et le mec, il repart, mais le père, il dit que il avait l'air un peu gêné quand même, le mec, quand il a pris l'argent. Et je sais pas, il a eu un mauvais ressenti. Et le père, il s'est dit peut-être que ce monsieur, c'est vraiment un contre-cœur qui loue sa maison parce qu'il a vraiment besoin d'argent. Parce que il nous dit, le père, que le loyer, il était vraiment insignifiant. Donc le fait quand il lui a remis comme ça les liasses d'argent, là, il a vu qu'il les avait pris vite quand même. Donc, il s'est dit peut-être mahtaj, en gros, peut-être qu'il en a vraiment besoin et c'est pour ça qu'il a un comportement pareil. Bref, moi j'ai les clés, il est temps qu'on déménage. Donc, quand le père il rentre chez lui, il montre le trousseau de clés, la famille, elle est heureuse et là, le téléphone fixe de la maison il sonne. Donc, le père, il décroche et c'est le mec qui lui a loué la maison. Donc, assalamu alaikum, alaikum salam. Et il dit, Saad, celui qui nous raconte, que le père, il sent que le propriétaire, il a une voix un peu gênée, un peu apeurée. Et il lui dit, écoute, tu vois, la maison, c'est une maison de famille et tout ça. Et tu sais, ça fait au moins 20 ans qu'elle est restée fermée. Donc là, le père, il bug parce que lui, il pensait que voilà, 20 ans quand même, c'est beaucoup. Donc il lui dit, peut-être si tu la trouves pas bien rangée, pas super propre, poussiéreuse et tout ça, tu me dis et je t'enverrai une entreprise directement avant que vous allez vous installer qui se chargera, Inch'Allah, de tout nettoyer. Je voulais pas te le dire, mais j'ai eu damir, c'est-à-dire j'ai eu des remords et je veux être honnête avec toi parce que tu m'as paru une personne honnête. Donc le père de Saad, il a apprécié le geste et quand il a raccroché le téléphone, la mère elle lui a dit c'est qui, donc il lui dit c'est le propriétaire, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il m'a dit. La mère elle a un peu grimacé, elle a dit 20 ans qu'elle est fermée cette maison. Elle lui dit, ah là là, on va la trouver dans un état et tout. Bah, il dit justement, il m'a dit, quand il m'a avoué et tout ça, que si on y va, on trouve genre c'est trop le hala, avant qu'on aille s'installer, il va envoyer des professionnels, voilà, qui vont tout nettoyer, tout récurer avant qu'on s'installe. Là, la mère a dit, ah non, 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 j'ai pas le temps pour avoir des prises de tête, surveiller tel ou un tel, dire attention, mais ça là, ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça. Tu sais quoi, mon mari, c'est moi qui vais gérer ça. Donc le mari, il attend l'idée de sa femme. Sa femme, elle lui dit, j'ai déjà mon plan en tête. Je vais prendre mes sœurs avec leurs enfants, plus nos enfants. Tabarakallah, mashallah, genre en gros, ça fait une équipe. Vraiment, on a des bras et on aura des mains. Et on va se répartir les tâches et on va faire ça. Mais pour qu'on ramène une société et tout ça et en plus, même si c'est pas nous qui allons te faire genre payer, j'ai pas envie, ça c'est trop de prise de tête. Je veux gérer et m'approprier les lieux moi toute seule. Donc là, le père il lui a dit, genre en gros, fais comme il te convient. Je vais pas te froisser, madame. Donc là, la mère a dit, bien sûr.
je suis la chef. Donc, Saad, il nous dit, après 4 jours, dès le matin tôt, la mère, elle avait déjà au préalable parlé avec ses sœurs, mais ce 4e matin-là, c'était le jour où il devait partir, ramener un peu des affaires avec eux, mais surtout d'abord nettoyer. Donc là, elle appelle toutes ses sœurs, elle leur dit, vous êtes debout? Ils lui disent, oui, vos enfants. Pareil, ok, et bien venez comme ça, on part en groupe, parce que sinon vous n'allez jamais trouver. Il m'a dit, Abou Saad, genre en gros, que le chemin là c'est un peu compliqué parce que c'est excentré, donc je préfère que, voilà, on part tous en kafila, c'est-à-dire comme une caravane comme ça, il n'y a pas un qui va se perdre à gauche ni à droite. Donc ils se sont mis d'accord, ils se sont tous retrouvés devant la maison ancienne de Saad et sa famille et ils partent tous en groupe. Direction la nouvelle maison. Déjà, Saad, il nous dit sur le chemin, d'habitude quand ils sont en voiture, comme ça, surtout là c'était quand même une nouvelle aventure, tu vois, avec ses frères et sœurs, ils ont l'habitude de rigoler, d'être enthousiastes et tout. Il dit là, il ne sait pas si c'est le matin ou si en vérité ils étaient comme lui intérieurement, mais ils stressaient. Il sentait, plus en fait son père il empruntait des chemins et il s'éloignait de la ville, plus il disait mais là où on va, on s'enfonce où, ça fait peur. Bref, il a dit il se sentait pas à l'aise. Mais il dit quand il va commencer pardon, à apercevoir la maison que le père a louée, comment elle était extérieurement parlant, le quartier où elle était située, etc. Il a dit en vérité, mes ressentis n'était pas faux, n'était pas infondé. Il y a des maisons, mais apparaissent encore plus abandonnées que celles qu'ils allaient habiter. Il dit vraiment, le secteur là, il n'en avait même jamais entendu parler. Même la mère a dit ça à son mari, genre en gros, mais tu nous as ramené où là? Tu vas nous terrer où là? Tellement que ils étaient choqués de ce lieu. Donc Saad, il nous dit que quand ils sont arrivés devant le portail géant devant la maison, son père il s'est retourné, il lui a donné le trousseau de clés, il lui a dit Saad, s'il te plaît, descends, ouvre le portail, comme ça on peut rentrer avec les voitures. Donc Saad dit ok, il descend, il s'approche du portail, il rentre la clé dans la serrure et il essaye d'ouvrir, mais la clé elle coince. Donc là, Saad dit, il comprend pas, il l'a retiré plusieurs fois, il l'a remis, il essaye, il tire en même temps. Bref, vous voyez quand des fois la porte, la serrure casse là, et qu'on essaye, et qu'on sait que c'est cette clé, il comprend pas. Donc il dit, il se retourne pour faire signe à son père, genre j'arrive pas à ouvrir, je comprends pas. Mais il dit, il va même pas avoir le temps de dire ça à son père que un peu au loin, dans une maison qui paraît aussi abandonnée mais style ferme, il y a un arbre, il dit, et il voit un monsieur d'un certain âge assis en dessous de cet arbre qui est en train de les fixer. Donc là, il dit, il était en train de regarder et il voyait que le monsieur, il les regardait bien eux et que les voitures de ses tantes qui les rejoignaient, quand elles arrivaient, il les suivait comme ça aussi du regard. Donc là, il dit, il était interpellé et en même moment, son père, il va le faire revenir comme ça, lui, il va faire comme ça, et il va lui dire, mais toi, là, je t'ai demandé d'ouvrir la porte et on ne sait pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Il s'est énervé sur lui comme ça, il a pris le trousseau et il essaye, et il a dit, trop bizarre, quand son père est venu pour ouvrir, là, ça a ouvert d'un seul coup, ça fait trac. Donc, il a regardé, son père, il lui dit, il n'était juste pas capable de faire trac, et là, il a dit à son père, Wallah, ma kan taftah, genre, en gros, ça n'ouvrait pas, même ouvrir la porte, là, tu sais pas faire. Même ta petite sœur, j'aurais dit de venir ouvrir, elle l'aurait fait directement. Bref, il lui dit remonter dans la voiture. Donc là, le père, il ouvre le portail comme ça, il revient au volant. Et toutes les voitures, elles rentrent dans la maison parce qu'il nous dit, il y avait une misaha, c'est-à-dire il y avait un grand espace qui pouvait les accueillir tous tellement que c'était énorme. Donc là, ils sortent des voitures. Le père, il ouvre la porte de la maison. Il y a un perron, ils rentrent à l'intérieur. Ils sont tous choqués quand ils rentrent à l'intérieur de la maison parce que ça se voit que l'endroit, il est resté fermé. Il nous dit le propriétaire 20 ans, mais la mère, les enfants et même le papa, ils doutent parce que c'était tellement poussiéreux, sale, ça sentait tellement le renfermé. Les volets en plus, tout ça, c'est fermé. Il dit non, là, c'est fermé depuis plus de 20 ans. Mais Inch'Allah, khair, genre, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc là,
après le choc de la découverte de l'intérieur de la maison et des nombreuses heures de ménage qui les attendaient à l'intérieur de celle-ci, le père, il va être le commandant. Donc, il nous dit, certes, ils étaient 6 garçons. Donc, le père, il va leur dire, vous êtes 6. Donc, les 6, vous allez vous occuper des jardins extérieurs, celui derrière la maison, devant la maison et l'entrée. Vous nettoyez tout, vous faites en sorte que tout soit beau et tout ça. Je compte sur vous. Et quant aux filles, là, c'est la mère qui va parler. Elle dit, nous, les filles, et les tatas, on reste à l'intérieur de la maison et on nettoie au maximum parce que là, vous voyez bien que ça a besoin d'être nettoyé. Donc, Saad, il a dit, il s'est mis en chef des cousins. Donc, il a pris 2 de ses cousins préférés. Il leur a dit, nous, on va aller nettoyer derrière. Et les 3 autres cousins, il les a chargés de nettoyer le devant. Donc, Saad, il nous dit, ils partent à l'arrière avec ses 2 cousins. Il dit quand ils sont arrivés, les 3 d'un seul coup, ils se sont arrêtés. Il dit l'arrière, il était vaste. Les herbes, elles étaient hautes. Et un peu comme ça, vers le fond du jardin, ils ont vu un puits. Et il dit le puits, en plus, sur un des côtés, il était comme un peu effondré. Donc il dit c'était vraiment, tu sais, pour rajouter encore plus d'horreur à l'horreur. Il dit quand ils se sont approchés, alors ils ont regardé, il n'y a pas d'eau à l'intérieur du puits. Il est tari tellement que ça fait des années que personne de l'Amsterdam ne l'a utilisé. B, il avait une très mauvaise odeur qui se dégageait de celui-ci. Donc ils ont pris des râteaux. C'est lui, Saad, qui était avec le râteau pour ramasser toutes les feuilles mortes. Il dit à un moment donné, en fait, il avait l'impression qu'il entendait des gens parler. Quand il se retournait, il voyait que son cousin, il est dans un côté et que l'autre, il est dans un autre côté. Donc, il sait que c'est pas eux qui sont en train de se parler. Il avait l'impression que c'était tout juste derrière lui. Donc, quand il se retournait et qu'il n'entendait rien, il a dit que ça lui faisait des frissons parce que ça s'arrêtait dès qu'il se retournait. Il dit même pour se rassurer, comme il voyait un peu, pas au loin, mais un tout petit peu proche quand même, il y avait des fermes ou des maisons et tout, mais il a dit, il voyait bien que c'était abandonné et surtout la manière dont il entendait distinctement parler, il sait très bien que ça ne peut pas venir de là-bas parce que c'était super proche de lui, mais comme je vous ai dit, il ne voyait rien. Donc là, il a dit, il a commencé à avoir mal au ventre et à avoir peur et à se dire, mais attends, c'est quand même pas des djinns, que Dieu nous préserve, c'est pas des démons. Et en plus, il rigolait, il se disait à lui-même, mais non, ça peut pas être des démons parce qu'on est en pleine journée et les démons n'apparaissent que la nuit. Donc, c'est peut-être mon imagination parce que c'est un nouveau endroit qui te donne, voilà, des frissons et des idées noires. Ça va passer. Mais il dit quand même à chaque fois, il entendait ces personnes parler. Mais il dit à un moment, il repart dans son truc de ramasser ses feuilles mortes avec le râteau et il entend, mais de manière encore plus forte et plus distincte, ces sons qui parlaient. Et là, quand il s'est retourné, il y avait un de ses cousins qui était un peu plus proche que lui. Ils se sont retournés les 2 au même moment. Donc là, le cousin de Saad, il va le regarder d'un air bizarre et il va lui dire, est-ce que toi aussi, tu entends des gens parler, mais quand tu te retournes, tu ne vois rien ni personne. Donc là, il est choqué, Saad. Mais comme il voit de la peur, el khouf ala wajh wala ta'ammaj, comme ils vont de la peur dans le visage de son cousin, il se dit que eux 2 ils peuvent pas avoir peur et donc il est obligé de le rassurer parce qu'il est un peu plus âgé que lui en âge. Donc il lui dit, tu sais quoi, au loin regarde, il y a des mazra'a, c'est-à-dire il y a des fermes et tout, et c'est peut-être les gens ici, ils ont l'habitude de parler fort comme ça et leur parole et leur voix vient jusqu'à nous. Mais c'est rien et tout, voilà, c'est peut-être une habitude du secteur de parler fort comme ça. Donc son cousin, quand il a vu que Saad, il n'était pas en panique et qu'il avait l'air de croire à ce qu'il disait, eh bien, il s'est un peu détendu et a retrouvé un peu le sourire. Donc là, le 3e cousin, il les a rejoints et ils ont formé un gros tas comme ça de feuilles mortes. Ils ont fait un mont et ils s'apprêtent à aller finir plus de feuilles mortes pour rajouter et ramasser tout d'un coup et mettre dans le sac poubelle. Et là, il dit, les 3, ils vont se retourner en direction de la maison. Pourquoi? Parce qu'ils vont entendre un cri énorme. Il dit, Saad, il ne sait pas à ce moment-là si c'est une de ses sœurs à lui ou une des sœurs des cousins, une de ses cousines, quoi.
Mais il dit le cri, il faisait flipper. Donc ils ont tous lâché leurs sacs poubelles, leurs râteaux, etc. Ils se sont tous mis à courir, ils se sont croisés même avec les cousins qui étaient devant, qui eux aussi rentraient dans la maison. Donc là, ils sont à l'intérieur. Il dit quand ils sont rentrés dans la maison, il y avait déjà les parents avec les tantes, les autres cousines et tout ça qui étaient dans la maison, qui étaient dans les escaliers. Et ils voient qu'ils montent et qu'ils vont au 3e étage. Et quand ils sont arrivés comme ça sur le 3e étage, ils ont trouvé au loin comme ça dans le couloir la cousine qui était prostrée comme ça par terre devant une des ghoraf, c'est-à-dire devant une des chambres, qui se cachait les yeux avec les mains et qui pleurait, qui criait. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, la petite, elle va faire des efforts surhumains, il nous dit ça, pour réussir à se calmer et à leur répondre. Elle leur dit, je suis montée comme on s'est répartis dans les étages. J'ai dit, je vais commencer par le 3, comme ça je descends facilement et tout, et je vais commencer à nettoyer les chambres. Elle a dit, elle a commencé à nettoyer une chambre, puis 2, et là, elle voulait commencer à nettoyer cette fameuse 3e chambre. Elle dit, à peine, elle était devant, elle a poussé, elle est en train de encore pousser la porte pour rentrer à l'intérieur de celle-ci. Elle a vu un homme, elle dit, mat de peau, qui l'a poussé comme ça et qui s'est mis à courir direction des escaliers. Mais elle a dit, il était impressionnant. Et elle a tellement paniqué et flippé de ce qu'elle venait de voir. Elle était tellement surprise, et bien que tout naturellement, elle a crié et elle a dit qu'il est parti en direction des escaliers. Donc là, Saad, il nous dit, tout le monde est en train de l'écouter, il n'y avait pas un bruit, tout le monde était choqué. Et là, le père, il va dire à la cousine, genre en gros, et toi tu l'as vu quand là, descendre des escaliers? Tawa, ça veut dire genre maintenant. Quand vous êtes en train de monter, genre vous l'avez pas vu, c'est impossible que vous ne l'ayez pas croisé parce que je vous ai vu, genre il est passé devant vous. Donc là, Saad, il dit crampe au ventre. Mais il voit que les visages de tout le monde, ils se ferment et ils sont choqués. Parce que cette cousine, c'est pas une petite cousine, elle a un peu plus de 20 ans, elle est sérieuse, elle n'est pas une menteuse. Donc là, tout le monde est en panique. Non, on n'a vu personne, on a croisé personne dans les escaliers. Il y a que nous. Il n'y a personne d'autre. La cousine, elle est choquée et elle tremble encore plus. Et elle se remet à pleurer. Parce qu'elle a dit, Magada, je vous jure que je ne vous mens pas, je ne me suis pas imaginé. Mais ça, elle nous dit, sa mère va dire, écoute ma fille, c'est normal, c'est un nouvel endroit, tu t'es sans doute imaginé, parce que ça, c'est pas cohérent, on était tous dans les escaliers, si on a vu une personne comme tu l'as décrite, genre en gros on n'aurait pas pu, genre en mode elle a loupé, mais tu sais comme la maison elle est neuve et que elle est grande et c'est impressionnant, des fois comme je sais pas si genre en gros peut-être t'es pas trop à l'aise d'être là, mais peut-être que ta peur elle a joué avec ton imaginaire et que t'as cru voir ça, mais on t'a tous dit que on n'a pas vu d'homme comme tu l'as décrit. On n'a vu personne d'ailleurs. La mère, elle a dit à une de ses filles et à une autre cousine de rester avec celle qui dit avoir vu une chose étrange, bizarre, un monsieur au 3e, qu'elle finisse et que ça va aller. Donc là, il dit, Saad avec ses cousins avec qui ils étaient derrière, ils sont repartis directement pour finir, il dit, à ramasser les feuilles et tout le monde a repris ses activités, on va dire, de manière normale, même si Saad nous dit quand même, il a bien vu dans les yeux de sa cousine, eh bien qu'elle était en panique. Mais là, Saad nous dit, en arrivant, lui et ses cousins, derrière, dans le jardin, ils vont tous être choqués. Choqués de quoi? Les râteaux ne sont pas où ils les ont laissés avant de rentrer dans la maison. Et le pire, c'est que tout ce qu'ils avaient ratissé, les feuilles mortes et tout était redevenu en mode pire, comme s'ils avaient rien fait. Alors que je vous ai dit qu'ils avaient fait une belle petite montagne, un bon mont, et qu'il ne restait plus qu'à mettre dans le sac poubelle, et il leur restait plus que quelques petits trucs, quelques petites bricoles à ramasser. Mais là, où sont les râteaux? Et qui a remis toutes ces feuilles mortes en triple, comme ça, dans tout le jardin? Donc Saad nous dit, il n'a pas pu plus longtemps garder le silence, et il regarde ses cousins et il leur dit, le râteau il est passé où et qui a foutu ça en bordel?
On était tous en haut, donc je comprends pas. Donc là, il y a un de ses cousins qui va lui répondre et qui va lui dire ça, j'en suis sûre, tu sais, mon petit frère, elle adore faire des coups comme ça, ils doivent être jaloux, parce que, je sais pas, quand on courait, si vous avez vu, mais nous, on a plus travaillé que eux, et c'est sans doute la jalousie ou la peur de se faire gronder, et donc ils ont voulu nous faire ça, mais ça se voit que c'est un coup comme ça de gamin. Donc Saad, il nous dit, il va pas nous mentir, il était énervé et il voulait aller se battre avec ses cousins, leur dire déjà rendez-nous les râteaux et vous allez venir avec nous et ramasser ce que vous avez fait parce que nous c'est pas depuis tout à l'heure on travaille genre comme des yinches et vous avez tout démarré, tout annulé comme ça. Donc les trois ils y vont, cousins ils sont déterminés. Donc les autres cousins qui sont à l'avant de la maison, ils sont en train de travailler et ils comprennent pas quand ils les voient arriver en mode énervé. Et là c'est à Didi qui leur dit ouais pourquoi vous avez fait ça, vous êtes vraiment des gamins, ça se fait pas et rendez-nous nos râteaux et vous allez nous aider, vous avez tout reparpillé alors qu'on avait bientôt fini. Donc là les cousins qui sont à l'avant ils vont les couper en leur disant mais nous mec on sait même pas il y a quoi derrière la maison, on n'est pas parti derrière, on est resté qu'à un autre endroit. Le seul moment où on a quitté le devant de la maison, c'est quand un tel, elle a crié et que voilà. Et là, Saad, il va leur dire jurer et les trois, ils ont juré. Et Saad, il dit que eux, dans leur famille, ils ne jurent pas pour rien. Et là, Saad, il dit, mais c'est vrai, c'est juste la peur et la colère. Mais ils ont quitté, quand ils se sont croisés, quand je vous ai dit, ils se sont croisés avec les cousins devant pour rentrer dans la maison et monter, voir c'est qui était en train de crier, qu'est-ce qui se passait. Et après, ils sont tous redescendus au même moment. Donc il dit, certes, c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas logique, il n'y a pas un moment où en gros, ils ont pu refoutre le bordel comme c'était. Donc là, il dit avec ses cousins qui étaient derrière, ils se regardent, ils sont en panique parce qu'ils savent très bien qu'ils les ont accusés, ok, à tort, mais surtout, ils savent très bien que c'est pas eux les coupables. Donc là, les trois cousins qui étaient à l'avant, ils vont dire à Saad et les deux autres cousins, eh bien, cherchez mieux, peut-être que dans la précipitation avec le cri, tu as dû la lâcher comme ça et tu sais pas et tout. Donc là, Saad, il n'aime pas qu'on mette ses paroles en doute. Donc, avec les deux autres cousins, ils vont dire aux cousins qui sont en avant, eh bien, venez avec nous, comme ça vous allez voir de vous-même. Quand ils arrivent à l'arrière, il dit, leur pelle, leur râteau, ils sont aux endroits où ils les ont lâchés quand ils étaient en train de courir pour entrer dans la maison, mais surtout le mont de feuilles mortes qu'ils avaient amassé et le sac poubelle, tout ce qu'ils avaient laissé, c'était pareil. Il n'y avait plus rien qui était éparpillé. Donc là, les cousins de devant, ils se sont énervés, ils ont dit, mais nous, on n'a pas le temps, ils sont repartis. Et les cousins qui étaient avec Saad, les trois, ils se sont regardés, ils ont tremblé, ils n'ont pas compris. Parce que ça fait même pas quelques secondes qu'il y avait 1 tonne de feuilles éparpillées et que les râteaux et tout ça n'étaient pas là. Si vous entendez en fond des bruits de pétards, c'est parce que là on est le 13 et on va bientôt être le 14 juillet, donc voilà. C'est que quand même un des cousins, avec le choc, il va parler. Il va dire, moi je crois que... Et après il hésite. Et Saad, il va l'encourager, vas-y dis ce que tu as à dire. Il lui dit, moi je crois que cette maison, elle est habitée. Moi, je crois qu'il y a des choses ici, c'est pas normal. T'as vu même la cousine, qu'est-ce qu'elle a dit, tatati tatata. Donc là, Saad, il dit, il sait pas quoi penser, mais au fond de lui-même, il a ce ressenti-là, parce que c'est pas normal. Non, n'importe quoi, vous savez très bien que les démons en journée, ça n'existe pas, ils sortent que la nuit et tout ça, il n'y a rien la journée et tout. Non, il doit avoir un truc plus logique que ça. Khair, venez, on calcule pas. On dit, ça, venez, on finit. Vous avez vu à l'avant comment ils ont bien travaillé. Il faut que nous aussi et tout, on finisse. Donc, il dit, une fois qu'ils ont fini et tout, ils quittent l'arrière du jardin. Il était El Maghrib, c'était le soleil venait de se coucher. Et à l'avant, les cousins, ils avaient déjà fini. Eux, ils étaient rentrés à l'intérieur, mais ils trouvent le papa à l'extérieur qui était comme ça en train de visualiser ce qu'il devait faire, ce qu'il devait pas faire, etc., etc. Donc là, le papa, il les a félicités, il les a surtout remerciés. Et là, Saad dit à son père, on est fatigué, on va rentrer se reposer. Donc les deux cousins, ils rentrent en premier. Le père, il dit, oui, vous méritez, allez vous reposer les garçons. Et il dit, comme il voit que son père reste dehors, il s'est dit, tiens, je vais rester à côté de lui. Et il dit, en s'approchant de son père et en restant comme ça, il dit, au loin, il revoit la ferme qui est pas trop éloignée de la leur.
Et le fameux arbre là, et encore en bas de cet arbre, il voit qui est en train encore de les observer, ce vieux monsieur posé sur sa chaise et qui est vraiment en train de les regarder, de les fixer. Vous imaginez? On est le soir là. Donc Saad, il nous dit dans un premier temps, dans sa tête, quand il le revoit assis à la même place, qu'il est en train de regarder les va-et-vient et surtout aussi de fixer en direction de leur maison à eux, il s'est dit dans sa tête, mais lui, wesh, toute la journée, elle est restée posée là. Il n'a pas des besoins, genre il n'a pas besoin d'aller aux toilettes, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin d'aller se reposer, de dormir, là c'est la nuit. Qu'est-ce qu'il fait encore à cette heure-ci, à son âge comme ça là, dehors? Donc là, il dit, il est en train lui aussi, Saad, de le fixer et de penser à tout ce que je vous ai dit. Et il dit, il n'entendait pas son père qui était en train de lui parler et de l'appeler. Donc son père, il va le toucher comme ça. Oh, ça, je suis en train de te parler. Et il va lui dire, bah, t'es où? T'es parti où? Tu penses à quoi? Tu réfléchis à quoi? Là, je crois que c'est des feux d'artifice hein, qu'il y a. Il lui dit, ouais, je sais pas, depuis ce matin quand on est venu, papa, le monsieur là-bas, là, il est assis, il fixe, il regarde que les va-et-vient, les gens, surtout aussi, ils regardent beaucoup dans notre direction. Je comprends pas, et il rigole. Et son père, il lui dit, où? Et il dit comme ça, il se retourne pour lui montrer, tu sais, genre, regarde là-bas. Il dit, quand il dit là-bas, comme ça, tac, il dit, il voit plus rien. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de monsieur, il n'y a personne. Le père, il lui dit, tu parles de qui et tout. Il lui dit, mais si, ce matin, papa, quand on est venu en bas de l'arbre, traque le monsieur, comme ci, comme ça et tout. Tu peux pas me dire que tu l'as loupé, il est resté là. Il est resté là. Donc là, le père, il lui dit, mon fils, wallah, quand on est venu, le Mokan Fadé, tout était vide, hein, il n'y avait personne et tout ça. Je crois que j'aurais vu un monsieur en plus, d'après l'âge que tu me décris, comme ça je ne serais pas allé me présenter, lui dire bonjour et tout ça. Mais mon fils, je suis sortie plusieurs fois, même quand vous étiez encore dans le jardin à l'arrière et tout, j'ai croisé personne. Tu sais, Saad, avec votre âge, que ce soit toi, ta cousine, etc. Comme vous êtes jeune, vous avez votre imagination qui est encore, tabakallah, actif et vous avez l'impression de voir des choses qui malheureusement ne sont pas réelles, c'est juste votre imaginaire qui vous joue des tours et c'est normal puisque la maison elle est quand même grande, elle est quand même ancienne et genre votre esprit joue peut-être avec vos peurs et vous fait croire à des choses qui ne sont pas réelles et déjà qui n'existent pas. T'inquiète, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais mon fils, il ne faut pas penser à ça. Il faut pas, voilà, que vous vous accrochiez à toutes ces histoires-là. C'est juste votre imaginaire, mais accrochez-vous plutôt à dire vos protections, vos adkar. Et Inch'Allah, Dieu, il va vous protéger et vous aurez plus ces sensations de vision et d'imaginaire qui vous jouent des tours. Il nous dit, ils avaient tellement travaillé et ils avaient tellement pas eu le temps de faire une pause pour ne serait-ce que manger, que là les estomacs de tout le monde, ça a commencé à faire à l'intérieur de la bâtisse, maintenant très propre, et bien une symphonie. Les estomacs étaient en train de crier famine, on a faim, donnez-nous à manger. Donc là le père, il est venu voir Saad avec un grand frère de Saad et il va leur dire, tenez les clés, tenez l'argent et allez chercher à emporter pour tout le monde parce que là on va tous tomber sinon dans un coma. Ils montent dans la voiture, ils commencent à sortir dans la rue où ils habitent. Et je vous ai dit, les maisons, il y en a, mais elles sont un tout petit peu éloignées. Mais elles se forment dans une rue. Il dit là, Saad, lui et son grand frère, ils sont choqués. Ils voient les habitants qu'ils n'ont pas vus durant la journée. Les habitants qui pensaient que même il n'y en avait aucun, que toutes les buttes, c'est-à-dire que toutes les maisons étaient abandonnées, ils voient des gens comme ça. Beaucoup de gens. Mais il dit, les gens qui voient, il a l'impression qu'ils ne sont pas comme eux. Ils ont des défauts physiques, ils ont des regards bizarres, ils ont des démarches bizarres, ils sont vêtus même de manière bizarre. Ils sont juste, il nous dit, effrayants, comme s'ils sont sortis d'une autre époque. Et il nous dit, au-delà de ces personnes-là bizarres qu'il voyait, il voyait aussi énormément de chiens errants, mais tous ces chiens errants, ils avaient tous la même couleur, ils avaient tous un pelage noir, et aussi énormément de qatat, c'est-à-dire aussi de chats noirs qui, à leur passage de la voiture, soit aboyaient, soit miaulaient, et les regards des gens se retournaient, les regardaient de manière étrange, et dit, bref, Walking Dead. Une fois sortis de cette rue, de leur rue où ils habitent, eh bien, tout était à la normale. Ils avaient même plus une sensation comme ça étrange, bizarre, un mauvais mood. Non, ils étaient bien.
Alors qu'il nous dit quelques secondes avant, de traverser leur rue, c'était une épreuve. Donc ils sont arrivés en ville, ils ont pris à emporter et ils se remettent de retour pour partir à la maison. Il dit là, quand ils arrivent à l'entrée de leur quartier, El Shari, de la rue, de leur rue, là il dit c'est le choc. Tout était plongé dans le noir. Saad il nous dit la seule maison qui est éclairée où il y a la lumière, c'était la leur. Mais aucune maison de la rue ou aucun lampadaire extérieur n'est allumé. Il dit c'était des frissons. Mais le pire qu'il se souvient, c'est que il essaye de regarder à l'extérieur, pas du côté de sa maison qui est éclairée, mais sur les côtés comme ça, il dit, il avait l'impression de voir des choses genre se coller et repartir, mais quand il se tournait vers la vitre, il ne voyait rien. Il dit ça rajoutait de la tension. La rue, elle est pas si grande que ça, mais il avait l'impression de faire des kilomètres et des kilomètres, lui et son frère, pour arriver enfin à leur maison éclairée là. Quand ils sont arrivés devant leur maison, ils ont trouvé le père à l'extérieur, devant la maison. Ils ont baissé la vitre et là, ils disent à leur père, papa, pourquoi t'es dehors? Et il nous dit, Saad, qu'il voyait bien sur le visage de son père qu'il était mustarab, qu'il était en mode intrigué, choqué. Et il va répondre à ces garçons, bah, je suis sorti parce qu'on a entendu un grand boom et toutes les lumières, elles se sont éteintes. Et je suis sorti voir ce qui se passait. Il a dit, j'ai vu que de l'obscurité. Même les maisons qui étaient allumées, leur lumière et tout, quand vous êtes partis, même eux, ils ont perdu l'électricité, je pense. Il n'y a que notre maison. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que notre maison qui est restée allumée. Donc là, Saad il en profite pour descendre à côté de son père. Et son frère, il rentre pour garer la voiture. Et il discutait, il dit ouais, peut-être c'est un problème d'électricité, ou peut-être parce que leur compteur, il est plus ancien que celui qu'on a nous. Bref, il dit avec son père, il essaye de chercher une solution. Ils entendent la portière de la voiture s'ouvrir, donc il sait que son grand frère est en train de descendre. Et c'était lui qui était chargé de prendre la bouffe. Et là, il se passe quoi? Il se passe, il dit, c'est qu'il entend avec le père, la voix de son grand frère qui est en train de les appeler, mais d'une voix terrifiante, du style Saad, Saad, Talo, Saad, comme ça, genre en mode, il peut pas crier, parce que il a peur. Mais il a peur de quoi? Donc là, il nous dit, Saad, lui et son père, ils sont partis, paniqués, en direction du grand frère, et là, il dit, ils se sont arrêtés, lui et son père. Ils ont compris pourquoi le grand frère, il était dans la panique. Il avait comme ça les sachets de nourriture et tout autour de lui, dites-vous qu'il était entouré de chiens effrayants, aux figures bizarres, au pelage extrêmement noir, aux yeux pour certains, il nous dit, soit c'était tout blanc, soit c'était tout rouge. Bref, il dit, il n'avait jamais vu des chiens pareils. Donc là, le père, il a rassuré son fils en lui disant de ne pas paniquer. Et Saad, avec le père, il nous dit qu'ils se sont avancés et qu'ils ont réussi, comme ça, avec des bâtons, à faire partir les chiens qui étaient en train de leur aboyer dessus, mais qui ont fini par partir. Il dit une fois qu'ils se sont éloignés, ils ont rentré la nourriture à la maison et ils se sont enfermés. Une fois qu'ils ont fini de manger, ils ont pris la décision de ne pas dormir sur place, même s'ils avaient ramené de quoi passer, bon, même si c'était de manière sommaire la nuit là-bas, mais plutôt de tous rentrer, et bien chacun chez soi, et de venir dès le lendemain pour commencer le déménagement. Donc, c'est ce qu'ils font. Donc là, le lendemain arrive et il nous dit Saad que son père, il va le réveiller pour lui demander un service. Écoute, l'équipe de déménagement, le camion, ils vont arriver. Je veux que tu partes avec eux. Comme je pense qu'il faudra faire plusieurs voyages, je veux que tu sois avec eux pour leur montrer. Et je te responsabilise pour les clés. Et comme ça, moi, je peux rester ici avec tes frères et ta mère pour rassembler le maximum. Est-ce que tu te sens capable de le faire ou pas? Donc Saad il dit que oui, à son père il n'y avait pas de problème, donc il se lève, il fait une petite douche, il se prépare, il l'habille, et au même moment qu'arrivent les déménageurs. Donc avant que Saad il monte dans le camion, son père et sa mère ils lui disent tu mets les cartons dans le couloir un tel, tu mets les trucs de cuisine ensemble, vous répartissez comme ça pour quand on va ranger, ce sera plus facile pour nous et tout.
Donc le Saad, il dit, vous inquiétez pas, je vais gérer. Donc là, il commence à charger les cartons qu'ils avaient déjà rangés, tout ça, dans les camions de déménageurs. Donc il nous dit, Saad, quand ils sont arrivés avec le camion de déménageurs, il dit déjà de la rue, il a vu quoi? Il a vu que la porte de la maison, pas le portail extérieur, mais la porte de la maison, elle était comme ça entrebâillée, entrouverte. Donc là, il s'est dit, est-ce que mon père, il est venu le matin et il a ouvert, ou est-ce que hier il a mal refermé? Bref, il y a un truc bizarre. Il a dit, parce que il sait que son père, les portes, il rigole pas avec, il vérifie même plusieurs fois qu'elles soient fermées. Donc il s'est dit sans doute que le matin, il a dû venir faire un premier voyage et que c'est pour ça que la porte, elle est restée comme ça entrouverte. Donc quand ils sont arrivés, il a ouvert le portail. Il est rentré dans la maison avec les déménageurs, ils ont posé comme le père et la mère ils ont demandé, ils ont tout sectionné bien comme il faut dans le fameux couloir et il dit en repartant, il a refermé la porte. Bien comme il faut, et voilà, le premier voyage il était fait et direction le deuxième voyage pour revenir avec les déménageurs, poser le reste du rhil, des affaires. Donc ils rechargent le deuxième voyage de déménagement, ils reprennent la route, ils arrivent et encore une fois la porte de la maison est entrouverte. Quand il voit que la porte elle est entrouverte, il commence à paniquer et à choquer et à douter de... Mais non, je me souviens, je l'ai bien fermé, j'ai fait les 2 tours de clé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il regarde comme ça, il est choqué, il dit, il est collé même au pare-brise. Il dit même, il capte que le chauffeur, le déménageur qui est avec lui, lui-même, il a capté ça, il lui dit, mais je t'ai vu quand tu as fermé la porte, tu te l'as tiré, tout ça. Comment ça se fait que là c'est ouvert? Donc c'est, il le regarde en mode, bah, si tu as la réponse, je veux bien que tu me la donnes parce que je suis tout autant choquée que toi. Mais Saad, il nous dit qu'il a les paroles encore de son père, que c'est votre imaginaire. Donc il dit pour se détendre et se rassurer et aussi rassurer le chauffeur, il lui dit non mais je pense que peut-être que j'ai pensé genre bien l'avoir fermé mais peut-être que non au final. Donc là, quand ils arrivent, ils rentrent dans la maison, ils ont des cartons et là, ils sont tous choqués, que ce soit ceux de les déménageurs. Le système, le rangement très bien qu'ils avaient fait, tout a bougé. Il y a des cartons qui sont ouverts, il y a des trucs qui sont sur le sol, de leurs affaires, bref. C'est pas comme eux, ils ont c'est pas comme eux, ils ont rangé. Donc là, encore une fois, ils se regardent. Tu sais quoi, fisson? Je crois qu'il y a un mec qui vous a repéré que vous allez vous installer et qui est en train de, quand on part, genre venir fouiller dans vos affaires et sans doute à bout comme, c'est-à-dire qu'il est en train de vous voler. Donc il faut que vous fassiez attention, il faut que tu fasses attention, genre, parce que là, il n'y a pas d'autre explication que ça. T'inquiète. Moi aussi, je crois que c'est ça et je l'ai senti. Tu sais quoi? Va chercher avec les mecs le 3e voyage, là, les cartons, et moi je vais rester là. Dites-moi tout de suite, vous mettez pause. Bonne idée de Saad, mauvaise idée de Saad. Donc les déménageurs et le chauffeur ils disent excellente idée. Eux, dès qu'ils sont partis, ils nous disent Saad, il a fermé la porte de l'intérieur et il est parti, ils disent, caché dans un des salons, mais qui donne sur la porte d'entrée. Comme ça, il s'est dit, tac, je vais pouvoir attraper le voleur bien comme il faut et je vais voir c'est qui en fait qui a sans doute le double de nos clés et qui est en train de s'amuser soit à nous faire peur et en plus à nous voler nos affaires. Donc il dit, il attend silencieusement et religieusement et bien que cette personne apparaisse. Il dit, imaginez, je me retrouve tout seul dans cette énorme maison et là je commence à un peu regretter de ne pas être parti avec les déménageurs ou d'avoir demandé à un déménageur de rester au moins avec moi une personne parce que là il a dit, il a commencé à avoir des sensations de qalaq, des mauvais pressentiments, des mauvais ressentis, la chair de poule. Et il a commencé à se sentir mal, à regretter en fait d'être resté là tout seul. Donc là il dit comme il n'avait plus le choix, en fait il est resté concentré sur la porte d'entrée, espérant la voir ouvrir et espérant attraper le ou la voleuse qui était en train de venir les piller là.
Et il dit, il est concentré, il y a un silence, il n'y a aucun bruit. Il dit à un moment donné, tac, il entend le bruit d'une chaise qu'on tire. Il dit, quand il se tourne vers la chaise, il dit, je vous jure qu'elle n'a pas bougé. Pourtant, j'ai entendu le bruit et c'était la seule et unique chaise qu'il y avait dans le salon dans lequel il était. Donc là, il a dit, il a jeté à gauche, à droite et il s'est dit, il a fait juste comme ça. Et il s'est dit, il va se reconcentrer sur la porte. Il ne faut pas qu'il soit perturbé par quoi que ce soit. Et il dit là, en remettant ses yeux sur la porte d'entrée, vous avez compris, celle-ci s'était entrouverte de nouveau, alors qu'il l'avait fermée et qu'il avait le trousseau de clés avec lui. Donc là, mes cappuccinos, cappuccinettes, il s'est mis à courir parce qu'il s'est dit dans sa tête que celui qui a ouvert la porte, il va l'attraper et qu'il n'a pas eu le temps de disparaître. Parce que c'est tout de suite là, c'est tout de suite qu'elle a été ouverte. Donc là, il est en train de courir. Donc là, il sort de la maison en courant et il s'arrête, il dit, il regarde à gauche, à droite, plutôt à droite, à gauche, partout, au loin et tout. Il dit, il voit personne. J'étais tout seul dans cette grande rue. Il n'y avait personne. Mais la porte, elle vient juste d'être ouverte tout de suite, maintenant, now. Ça s'est ouvert tout de suite. Là, ou les personnes qui ont ouvert la porte, ils n'ont pas le temps de disparaître comme ça. Donc là, il dit, Hashni el khouf. Là, il est entré dans la peur. Et il retourne dans la maison, il veut retourner auprès des affaires. Il dit, là, je vais laisser la porte ouverte comme ça. Voilà, je vais mieux surveiller cette fois-ci. Et donc, il dit, en rentrant dans la maison, il voit comme ça du coin de l'œil, il tourne la tête directement, une femme en abaya de dos qui est en train de marcher direction leur jardin, qui vient tourner devant eux dans le jardin. Donc pour lui, il va se dire quoi? Il va se dire, c'est celle-là la voleuse. Mais Saad, il nous dit que quand il est arrivé derrière le jardin, la femme avait disparu. Et il dit, le problème, c'est pas que seulement elle avait disparu, c'est que le jardin, il est emmuré, on dit. Il y a un mur, quoi. Il y a un mur. Et donc, la dame, sa démarche, je me dis, elle avait comme l'air d'avoir quand même un certain âge et elle peut pas, c'est-à-dire elle peut pas sauter le mur. Donc là, il est en panique. Il sait pas quoi faire. Il commence, il dit, genre en gros, je sens mes larmes qui coulent ici tellement que j'ai peur. C'est à ce moment-là que j'ai su que cette maison était habitée par des démons et j'étais en train de paniquer. Là, j'ai bien vu de mes yeux, quoi, et j'ai bien vécu ça. Il dit, c'est quoi qui va venir couper ses pensées? C'est le bruit du camion. Les déménageurs étaient revenus du 3e voyage, là. Donc là, il dit, il est parti les rejoindre, il n'a pas montré qu'il est en panique ou qu'il a pleuré, il a descendu avec eux les affaires, et là, les déménageurs, ils ont dit que c'était le dernier voyage, donc il a pu remonter au final avec eux et repartir chez lui. Il dit sur le chemin, le chauffeur, il était intrigué. Il lui a dit, alors quand on n'était pas là, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que la personne, elle est revenue pensant que tu étais reparti avec nous? Ma fiche, en gros, il n'y a rien eu. C'était nous qui avions mal fermé les choses et tout ça. Bref, il dit qu'il a bien vu que dans le regard du chauffeur, il sentait bien qu'il était en train de lui mentir et que surtout, il était apeuré. Mais il a dit, il ne voulait pas parler de ça, genre c'était leurs affaires à eux. Donc ils l'ont déposé chez lui. Il dit, dès qu'il rentre, il prend son père à part et il veut lui dire que la maison, elle est mauvaise. Donc directement, il dit, j'y vais. Je lui dis, papa, il s'est passé ça, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai vécu ça et tout ça, en panique, en train de trembler, en train de pleurer. Et là, il dit, son père, il va lui dire, s'il te plaît, ne dis rien, ne parle pas, je veux plus que tu parles de ça, je veux pas que tu penses à ça, je veux surtout pas que tu en parles aussi devant le restant de la famille parce que j'ai pas aussi envie qu'ils aient peur. Saad, je te jure, j'ai galéré mon fils pour trouver une maison qui peut tous nous prendre comme ça, s'il te plaît, et dis rien. Ou en plus, mon fils, je vais te dire un truc, t'es en train de t'imaginer des choses qui n'existent pas, ou il dit, genre, mon fils, s'il te plaît, ne parle pas de ça. Donc Saad, il dit pour l'amour et le respect qu'il avait envers son père, et il a bien vu qu'il avait galéré et qu'il l'a supplié de rien dire et qu'il a essayé de lui faire croire que c'était d'imagination alors que le père, il dit Saad, aujourd'hui il en est sûr, il savait qu'il lui disait la stricte et unique vérité. Il a dit, j'ai décidé de me taire et de pas en
parler. Il y avait que mon père qui était au courant. Mais il dit il aurait su par la suite ce qui allait leur arriver. Eh bien, il aurait parlé. Il aurait tout raconté. Et peut-être qu'en ayant tout raconté, il leur aurait pas arrivé le malheur qui va leur arriver par la suite. Le début des problèmes. Donc là, il nous dit, est venu le moment pour la famille de partir passer leur première nuit. Ça y est, ils avaient tout déménagé à l'intérieur de cette nouvelle maison temporaire. Et là, il dit, quand ils arrivent, il dit, premier truc, et il a dit, il n'a pas rigolé. D'habitude, lui, il aime El Khossoussiya, c'est-à-dire son intimité, mais là, il a dit, hors de question qu'ils prennent une chambre, c'est-à-dire tout seul, et qu'ils dorment tout seul. Non, non, non. Sachant ce qu'il y a dans la maison et ce qu'il a vécu, il a dit à ses frères, moi, je suis désolé, mais il y en a qui vont dormir avec moi. Moi, je ne dors pas tout seul, ou bien moi, je viens dormir avec quelqu'un d'entre vous. Donc, il dit, eux, ils ont pris 7 chambres sur les 12 chambres qu'il y avait. Il y en a 5 qui sont restées fardines, c'est-à-dire vides. Donc, la plupart des chambres là qu'ils n'ont pas pris, elles se trouvaient au 3e étage. Et elles ont décidé que plus tard, peut-être ils mettraient des lits pour les invités qui allaient venir, ou bien les utiliser en espèce de KGB. Ils vont décider de faire la guerre aux parents pour tous dormir avec eux. Parce que tout le monde en vérité paniquait de cet endroit, de sa grandeur, de son éloignement, de comment c'est. Donc personne des enfants, que ce soit des plus grands ou plus petits, n'était à l'aise de dormir directement comme ça, soit tout seul ou soit sans les parents. Donc là, les parents, ils vont dire, il n'y a aucun problème. On dort tous ensemble, mais le père, il dit que cette nuit, pas les autres soirs. Les autres soirs, genre chacun prend ses quartiers. Donc il nous dit, les parents, ils étaient sur leur lit et eux, ils étaient en bas dans les lits qu'ils avaient fait. Il dit à cet instant-là, le fait qu'ils étaient tous ensemble, qu'ils soient tous réunis, que voilà, ils soient pas séparés. Il a dit que c'était une des plus belles sensations qu'il avait eues depuis qu'il était rentré dans cette maison. Le fait d'être réunis. Il a dit qu'il était rassuré, il avait pas peur, il était bien parce qu'il était au milieu de sa famille. Il dit à un moment donné, il est aux alentours de 2h, 2h30 comme ça du matin. Ils vont tous être réveillés par le bruit d'un grand bam, comme ça, sur la vitre de la chambre des parents. Donc là, directement, il nous dit Saad, la mère, elle a allumé sa petite lampe de chevet, le père, pareil. Elle a vu que ses enfants, ils s'étaient levés, mais ils étaient encore à leur place et elle leur a dit de ne pas avoir peur, de ne pas paniquer. On est tous ensemble, on va tous, vaincre ensemble ce qui va arriver. Donc, il nous dit, le bruit, il était encore en train de faire tac tac sur la vitre et il dit le rideau il était fermé, donc il savait pas c'était quoi qui faisait ce bruit là, mais il savait juste que ça les faisait paniquer. Donc le père il s'était levé de son lit en direction de la fenêtre pour aller voir, même s'il n'est pas rassuré, c'est quoi qui est en train de frapper à leur vitre. Il nous dit Saad, il voit son père qui regarde son grand frère et il lui fait comprendre par les yeux, va allumer la grande lumière. Comme ça, quand je vais arriver, j'ouvre comme ça le rideau et on voit. Donc le grand frère, il se lève direction l'interrupteur et le père, il continue de marcher en direction de la fenêtre. Il allume, donc le père part, il ouvre et là, il regarde tous. Il pensait qu'ils allaient voir quelque chose et là, il nous dit, on a tous respiré. En fait, cette nuit-là, elle était particulièrement fraîche et il y avait du vent. Et donc, c'était une branche d'un des arbres qui était assez proche de la vitre des parents qui était en train de tac, 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 taper contre la vitre. Donc là, les nerfs et la tension qu'il y avait, elle est redescendue et ils ont commencé à rigoler et à se charrier, on a paniqué. Donc là, le père, il referme le rideau et il dit, allez, on se rendort. Et il dit, ils se sont rendormis très vite. Mais 2 heures après ça, ils vont de nouveau être réveillés et encore en sursaut. Mais cette fois-ci, c'est pas une branche, c'est pas le vent. Ils vont être réveillés par le cri d'une fille qui, il nous dit, le son, il vient de leur jardin. Du jardin à l'arrière, là où il y a le puits. Le cri, il était effrayant et ils sont réveillés. Cette fois-ci, ils ont tous sauté dans le lit des parents qui avaient allumé les lumières de chevet et ils étaient en panique. Mais le père, il a voulu faire son rôle de protecteur. Donc, il s'est levé quand même
à la fenêtre parce que ça venait du jardin et il a regardé, il a commencé à scruter mais il a dit qu'il voyait rien. Mais le son, ils l'ont entendu et il l'entendait encore. Donc là, il a dit, je vais descendre le père pour voir mieux, peut-être qu'il y a un problème. Donc là, Saad dit, malgré qu'il avait peur, il n'a pas voulu que son père il parte tout seul. Donc il a dit, malgré que lui-même il était en panique, il a dit à son père, attends, je vais venir avec toi. Donc il nous dit, Saad, quand ils sont arrivés avec son père dans le jardin, à l'arrière, ils ont cherché dans chaque recoin, ils ont trouvé personne. Et je vous rappelle qu'il y a un mur. Donc là, le père, il regarde Saad, il nous dit, et il lui dit, Ad-Dahr, genre en gros, ça se voit que ce cri, il vient sans doute des fermes ou des maisons aux alentours. Ouais, t'as vu, on a cherché partout, peut-être que t'as raison. Il dit, Saad, il se retourne, parce qu'il savait que sa mère, les autres frères et sœurs, ils étaient à la fenêtre, en train d'essayer de leur dire, est-ce que vous voyez un truc, est-ce que vous avez trouvé? Il dit, il se retourne, il leur faisait signe comme ça, il n'y a rien, genre c'est bon, refermé, on arrive et tout. Il dit comme ça, en regardant le 3e étage où il y a les 5 chambres qui sont fermées, qui sont inutilisées par eux, pas utilisées, parce que je sais pas si ça dit inutilisées, il va voir un truc à une des fenêtres. كانت حرمة تطالع فينا. Il y avait une femme qui était en train de nous regarder. Donc Saad nous dit directement, il est en panique, il ne croit pas, il dit à son père, papa, regarde en haut, regarde au 3e étage, il y a une dame qui est en train de nous regarder. Donc le père il se retourne, il regarde directement en direction du 3e étage, mais là Saad nous dit, cette femme elle avait disparu. Donc là, il nous dit, son père il s'est énervé contre lui en lui disant, mais est-ce que tu crois que c'est le moment de faire des blagues comme ça, pareil, de rigoler? Donc là, il dit, on est remonté. Mon père, il était énervé contre moi. Je me suis fait tout petit, mais je sais ce que j'ai vu. Il dit, j'ai repris ma place entre mes frères et mes sœurs et on a commencé à se rendormir. Tout le monde s'était rendormi, hormis lui, parce qu'il faisait que de se retourner. Il n'était pas bien. Il a dit il était en nage. Il était en panique. Il repense. Il repense à la femme qu'il a vue et tout. Il dit, Shahad Allah, c'est-à-dire que Dieu m'en soit témoin, qu'il était tourné du côté, vous savez, en bas de la porte, là, de la chambre de ses parents. Il était vers la chambre de ses parents, mais il y avait le petit espace qui est en bas des portes. Là, il nous dit, Allah ashouf adlal. Il dit, je vous jure que je voyais des ombres comme ça passer, des bouts de tissu, des bouts de vêtements, des pieds bizarres et tout. Mais il a dit, je voulais pas crier et parler parce que si je le dis à mon père et qu'il se réveille et qu'il n'y a rien, il va s'énerver contre moi et surtout, il ne va pas me croire. Donc là, il dit, ils se sont tous réveillés et ils ont dit, ils vont tous prendre le petit déjeuner. Donc chacun est parti vers sa toilette et ensuite, chacun des enfants, il descend pour rejoindre la famille, prendre le petit déjeuner. Il dit là, à la Safra, on était tous là, genre à table, on était tous là, hormis une de mes grandes sœurs. Donc quand la mère, elle a fini de poser petit déjeuner et qu'elle a vu qu'il manquait une fille, elle a demandé à une autre sœur, elle nous dit, Saad, eh bien, d'aller l'appeler, de toquer, de dire qu'elle te stage, genre de faire vite, quoi. Donc là, la petite, elle est montée, parce que la mère, eux, ils ont un qanoun, c'est-à-dire ils ont une règle, ils mangent tous en famille et ils débutent le repas tous ensemble. C'est pas ouais, je te rejoins à la truc, c'est au même moment. Donc Saad nous dit, elles ont mis quand même quelques longues minutes avant de revenir et quand elles sont apparues, mais elles n'avaient pas les visages qu'elles arborent d'habitude, leur sourire, leur bonne humeur, mais elles avaient plutôt des visages qu'ils étaient dans l'incompréhension et surtout dans la peur. Mais maman, quand je suis sortie des toilettes, tu m'attendais devant et tu m'as pris par le bras et tu m'as dit de monter, ranger la chambre qui est dans le 3e étage, une des chambres. Tu m'as dit de la nettoyer et j'ai pas compris, mais je t'ai rien dit et genre je t'ai suivi. Et donc, on arrive au 3e étage et tu m'as dit d'attendre là parce que tu vas chercher les trucs pour que les produits ménagers et tout ça pour que je nettoie. Donc depuis là j'étais en train d'attendre, toi t'es redescendu, mais t'es pas revenu et je suis comme on va dire voilà revenu à moi quand j'ai entendu ma petite sœur Intel qui m'appelait. Donc je suis descendue au 2e, elle m'a dit que vous étiez en train de m'attendre. Mais Saad nous dit écoutez la réponse de ma mère qui a répondu à ma grande sœur. Mais ça va pas à la tête. Moi, je me suis levée avant vous tous et je suis descendue pour vous préparer le petit déjeuner. Vous rappelez qu'on est une famille nombreuse, etc. Donc non, je t'ai même pas vu, toi. Je t'ai même pas encore dit ça par genre bonjour.
Donc là, il nous dit comme d'habitude, qui va vouloir faire redescendre la tension, la peur et la panique? Eh bien, c'est le père qui va dire à sa grande fille, ça se voit ma fille que tu es en train de t'imaginer, et sans doute hier avec le réveil qu'on a eu à rigole, eh bien depuis là, peut-être que tu avais peur et que tu n'es pas à l'aise. Tiens, non, je ne suis pas en train de mentir, c'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais le père et la mère, il nous dit, Saad, ils ne voulaient rien entendre. Ils ont dit à la fille de fermer le sujet et que tout ça c'était des takhayoulat, c'est-à-dire que c'est son imaginaire. Donc là, Saad lui dit, moi, intérieurement, je croyais ma sœur, ma grande sœur à 100% parce que moi-même j'ai vécu un truc et moi-même de mes yeux, j'ai vu et ce à 2 reprises cette fameuse femme-là. Donc le père, il dit, dès qu'il finit de prendre son petit déjeuner, il part mais il quitte la table un peu énervé et il dit, eux, ils continuent de prendre leur petit déjeuner et à un moment, ils vont entendre le père qui est en train de crier, de parler fort dans le jardin, vers le côté de la sortie de la maison, le portail. Donc il dit, ils se sont tous mis à la fenêtre, ils voulaient voir avec qui le père il était en train de s'embrouiller. Mais la surprise, quand ils sont à la fenêtre, ils voient que le père, il fait des gestes, il s'embrouille, il s'énerve, il crie comme ça. Mais en face de lui, il n'y a personne. Donc là, il nous dit, Saad, ils sont descendus, tous en courant, que ce soit la mère, les sœurs, les frères, pour voir le père. Et il lui arrive quoi là? Donc là, il dit, quand ils sont sortis à côté, en dehors de la maison, pardon, il court en direction du père qui était encore en train de crier, mais il va se retourner le père et dire surtout aux filles et à sa femme, mais ça va pas, vous sortez sans vos voiles, sans vos hijabs, retournez à l'intérieur, vous retournez à l'intérieur. Et puis il leur a dit, mais là, il dit ça, ils se sont tous regardés, pourquoi Aïb? Il y a quoi? Même si on n'a pas nos voiles, genre en gros, il y a personne. Et le père, quand il se retrouve pour continuer de parler, eh bien, il n'y a personne. Donc là, ils ont entendu le père nous dire ça, et il a commencé à réciter des protections. Donc là, ils ont tous dit au père, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis des protections? Et pourquoi surtout tu as dit à maman et aux filles de rentrer parce qu'elles n'avaient pas leur voile? Donc là, le père il va leur dire, quand je suis sorti mes enfants de la maison, j'ai vu un vieux monsieur debout qui était en train comme de m'attendre et qui voulait me parler. Et le monsieur, il nous dit le père avec un visage en colère et il était en train de le menacer, de lui dire, je ne le dirai pas plusieurs fois, tu sors de cette maison, il faut que tu quittes cette maison, il faut que tu partes de là. Donc il a dit, c'est pour ça que je me prenais la tête avec lui, lui dire déjà pourquoi tu es rentré dans ma maison, en plus sans autorisation, tu te prends pour qui, avec tes menaces et tout ça, il était en train de s'embrouiller, il a dit, je vous ai entendu venir, et comme j'ai vu que votre mère et que les sœurs, elles n'avaient pas leur foulard, je leur ai dit, mais genre, il y a un monsieur là, il faut que vous vous couvrez. Et quand j'ai tourné le visage, il était plus là. Et le père, il leur fait comprendre, mais sans vouloir nous le dire, il leur dit ça, qu'il savait que ce qui lui avait fait face, c'était un démon. Donc là, la mère, elle va prendre la parole, elle va dire à son mari, laisse-nous partir d'ici, moi aussi j'ai des mauvaises vibes dans cette maison, je sens que cette maison, elle est habitée, on ne doit pas être dans un lieu pareil. Il dit à sa femme, s'il y a des djinns, bismillahirrahmanirrahim, s'il y a des démons dans cette maison, c'est à eux de partir et non à nous, c'est à eux, je le dis et je le crie haut et fort. Et ils vont rien faire. Il nous dit, Saad, la mère, elle a pas le dernier mot. Face au père, c'est toujours le père souvent qui gagne. Et là, il était vraiment msamam, c'est-à-dire il était vraiment décidé à ne pas quitter cette maison. Là, il dit, après cet incident, le père, il est sorti, il a fait quelques courses, ça a laissé le temps à tout le monde de souffler, de digérer, et surtout de penser à autre chose. Donc là, il dit, le père, il revient, le soir tombe, et là, c'était une seule nuit, et après, vous vous rappelez, ils devaient se répartir dans des chambres. Donc Saad, il dit, mais avec un de ses grands frères avec qui il s'entend bien, ils commençaient à parler, à rigoler, et ne plus penser, et même un peu oublier l'endroit dans lequel ils étaient, il nous dit. Et là, il dit, par contre, ils vont se rappeler très vite de l'endroit où ils sont. Puisqu'ils vont entendre le père les appeler du 3e étage, mais avec une voix de colère. Donc là, ils se sont dit, Saad avec son frère, peut-être qu'il rigolait trop fort et qu'il faisait trop de bruit, qu'il les dérangeait et qu'il comptait leur passer un savon. Donc là, ils vont commencer à monter au 3e étage. Il entendait son père qui l'appelait, Ya Saad, on va dire l'autre s'appelle Amin, Saad, Amin, ta'alo, vite. Donc là, il sentait que le père, il était en colère. Donc ils arrivent au 3e étage, il dit, 3e étage, aucune lumière,
aucune lumière, que la voix du père qui retentit d'une des chambres. Il dit toutes les portes des chambres qu'il voyait au début, elles étaient fermées, sauf une qui se trouve au fond du couloir et encore elle est même pas si bien ouverte que ça, elle est juste un peu entrouverte, mais la voix du père, elle vient de là-bas. Donc Saad il dit à son frère, ça se voit que papa il est en train de nous appeler de là-bas. Donc il dit, il commence à avancer, il sent que son frère il n'est pas rassuré, lui-même il n'est pas rassuré, mais le père il est en colère, il faut aller voir ce qu'il a. Donc là, il dit, plus il avançait, plus il sentait un froid, plus il se sentait mal à l'aise, plus il avait une chair de poule indescriptible. Donc là, il dit, quand ils sont arrivés à la porte, il met sa main comme ça, il la pose tout doucement. Mais Saad, il nous dit, quand ils ont poussé la porte, dans la chambre, il n'y avait personne. Donc là, il s'est retourné vers son frère et lui a dit, genre en gros, t'as entendu comme moi? Ah ouais, que papa, il nous a appelés. Et le grand frère, il dit, oui, j'ai entendu comme toi. Donc ils se regardent, ils sont mstarabin, c'est-à-dire en mode, ils sont choqués. Il nous dit, Saad, au même moment où ils sont en train de se regarder, ils sont en train de comprendre la dinguerie qui venait de se passer devant eux et de faire redescendre la peur, il dit, ils entendent des pas dans l'escalier. Quand ils se retournent, ils voient le père qui était là avec une lampe torche et qui leur dit, mais vous faites quoi hors de vos chambres et tout ça, vous avez vu l'heure qu'il est? Le père en fait il faisait des rondes mesquines pour voir si tous ses enfants allaient bien, et quand il arrivait en fait dans la chambre que Saad il occupe avec son grand frère, il a vu qu'ils n'étaient pas là, il les a cherchés, il les a trouvés en haut, il les a entendus parler. Donc là, il se regarde, Saad avec son grand frère, ils sont en panique. Parce qu'on t'a entendu, tu nous appelais de là. Et là, le père, il s'est encore énervé, il leur a dit, mais vous en avez pas marre de faire les fous, de faire ceux qui ont perdu la tête. Moi, ça me fatigue. Hein. Moi, ça me fatigue, j'en peux plus. Redescendez, allez dormir. Donc, quand ils sont redescendus dans la chambre, il dit, Saad, c'est impossible de s'endormir. Et il voyait bien que son frère, il était dans le même état. Donc là, Saad, il nous dit qu'il dit à son grand frère, il dit, moi je sais pas pourquoi papa il a la tête dure alors qu'il sait très bien au fond de lui que la maison elle est habitée. Il dit là, il commence à dire, je sais pas pourquoi il est comme ci, il est comme ça. Il a dit, ils vont rentrer dans des conversations, se raconter des histoires qui fait peur, des histoires que le grand frère il a entendu, que lui il avait entendu. Il dit là, ils sont en train de discuter et ils vont être coupés dans leur conversation, dans leur story time hour qu'ils étaient en train de se raconter mutuellement, par le cri d'une de leurs sœurs, horrible, effroyable. Il a dit tellement que c'était fou ce cri qu'elle avait lâché, et bien qu'ils sont tous sortis des chambres, les parents, les autres frères et sœurs et tout, tellement qu'ils avaient paniqué. Le début de la fin. Donc là, ils ont tous couru en direction de la chambre de la sœur parce qu'elle avait choisi de prendre une chambre toute seule. Donc il dit, ils essayent d'ouvrir la porte, de casser la porte, mais c'est des portes anciennes en bois très solides. Donc il dit, c'était la misère pour la casser, pour pouvoir ouvrir la porte. Et il dit, tout le temps qu'ils essayent à la défoncer, la grande sœur faisait que de hurler, que de pleurer, que de supplier qu'ils ouvrent la porte parce qu'elle est en train de vivre une dinguerie. Donc il dit, après des longues minutes, ils ont fini par casser cette porte, et quand ils sont rentrés dans la chambre, ils ont vu la grande sœur étalée, évanouie sur le sol avec des gouttes de transpiration toute rouge au niveau de son cou, de son visage. Bref, elle était dans un sale état. Il dit là, on ne savait pas il s'était passé quoi, mais au vu de son physique, elle avait subi une attaque. Donc là, ils ont essayé, il nous dit Saad, de la réveiller, de la faire revenir à elle, mais elle était miskina, la pauvre, en perte de connaissance. Donc le père, il a dit non, je peux pas laisser ma fille comme ça, il faut que j'aille à l'hôpital. Donc ils vont la prendre comme ça, et il dit le père à la mère de rester avec les enfants et qui va ramener avec Saad, cette fille à l'hôpital. Donc Saad il dit, ils ont allongé la sœur à l'arrière et le père il a démarré en trombe. Il dit sur le chemin, Saad il confronte son père et lui dit, tu sais très bien que ça c'est des démons qui se sont attaqués à elle, et tu sais très bien, je le sais au fond de toi, dans ton regard quand tu me regardes, que tu sais que la maison elle est pas bien et qu'elle est super habitée et qu'ils vont nous faire encore plus de mal que ça. Donc il dit, son père il roulait comme un fou, il était en panique, et il lui a dit, tais-toi, quand ta sœur elle se réveillera, on va savoir de elle, il s'est passé quoi, mais là laisse-moi me concentrer sur la conduite. Donc là il dit, quand ils sont arrivés aux urgences, elle a été prise en charge, et la sœur, dites-vous qu'elle est restée plusieurs jours comme dans un coma. Donc là, la famille, ils allaient tous les jours, et le jour où elle s'est réveillée, dès qu'elle a vu son père et sa mère, elle a dit à sa mère de venir, elle l'a serré fort dans ses mains et elle pleurait, elle disait à sa mère, les démons, ils vont me faire du mal, ils ont dit, ils vont me tuer, ils ont dit, ils vont me tuer. Elle a regardé
son mari, le regard, il dit, ça voulait dire, c'est à cause de toi, tout ce qu'elle a, notre fille, c'est à cause de toi, c'est toi qui nous a mis dans cette merde, il n'y a pas d'autre mot. Donc la mère, elle l'a pas laissé dans son cœur, elle a dit à son mari, c'est de ta faute, c'est à cause de toi. Tout ça pour des histoires d'économie, je ne sais quoi, tu nous as ramenés dans une maison qui date des millénaires où les choses ont eu le temps d'habiter et nous, voilà, maintenant c'est quoi le résultat? Et elle dit à sa fille, t'inquiète pas, on va trouver un bon imam, ma fille, on va te soigner, tu vas guérir et tout ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Donc là, il se passe quoi? C'est que quand elle a l'autorisation de sortir de l'hôpital, le père, il s'était déjà mis à la recherche bien d'un bon raqi, d'un bon imam guérisseur pour sa fille. Donc il en a trouvé un et il leur avait donné un jour précis pour venir. Donc ce jour-là arrive et donc le père, la mère et la fille qui est malade, ils s'en vont direction le raqi. Donc va rester à la maison, Saad avec le reste des frères et des sœurs. Donc il nous dit Saad, les parents, les voilà qui démarrent avec la fille pour la ramener miskine à la pauvre se soigner. Il a dit on n'oubliera jamais de notre vie jusqu'à notre mort ce qu'on a vécu en l'absence de nos parents. Donc il dit que la mère savait très bien que les plus grands ils allaient rester dans la chambre. Donc elle dit à Saad garde un œil sur tes frères et tes sœurs. Donc il a dit ok, lui il s'est mis dans le salon, il a dit où il y avait la télé et il entendait dans le couloir et dans un tout petit peu plus loin du salon, les plus petits qui étaient en train de jouer au ballon, en train de rigoler, en train de se faire des passes. Il dit à un moment donné, il y a eu un silence d'un seul coup et il voit ses petits frères revenir à lui en lui disant Saad, notre ballon, il a donné un coup et il y avait une fenêtre qui donnait sur le jardin arrière. Elle est passée là-bas et quand on est parti pour la chercher, notre ballon, il est dans les mains d'un monsieur, d'un monsieur qui fait peur. Donc Saad dit quand il entend un rajal, c'est-à-dire un homme, un inconnu, ça veut dire qu'il est chez eux, qui a le ballon de ses petits frères en plus, qui les menace, il dit ouais, c'est qui ça? Donc il se lève, il voit l'homme. Vous vous rappelez qu'il a vu le premier jour le vieux là sur la chaise. Il dit, il le voit qu'il y avait le ballon de ses petits frères et qu'il le regardait d'un air vraiment énervé avec un regard plus que noir, un regard tout simplement démoniaque. Que Dieu nous préserve. Et les amis, il est minuit 34. Il dit d'une traite, il rassemble ses petits frères et il court en direction de la chambre d'un des grands frères pour lui dire, écoute, il y a un démon dans le jardin. Donc là, le grand frère, dans un premier temps, il lui dit Saad, il a rigolé. Est-ce qu'il y a des démons qui sortent de la journée, des djinns? Eux, ils sortent que la nuit. Bismillahirrahmanirrahim, que Dieu nous préserve. Donc là, il rigole encore. Donc les autres frères et sœurs qui étaient dans les autres chambres, quand ils les ont entendus, sont venus. Là, maintenant, ils étaient tous réunis. Donc le frère chez qui ils étaient partis se plaindre, il s'est levé, il est parti pour regarder à la fenêtre, mais il a vu personne. Il est minuit 35. Donc là, le grand frère, il va leur dire, écoutez, écoutez, restez là, jouez à cet étage-là, et jusqu'à le retour des parents. Comme ça, vous allez arrêter de vous imaginer des trucs. Mais il dit, là, ils n'avaient même pas le temps de sortir, qu'ils vont entendre du 3e étage la voix d'une vieille femme qui était en train d'appeler, écoutez bien, par le prénom de la fille qui est partie se soigner chez l'imam, genre, viens, monte, reviens. Donc Saad nous dit se sont tous arrêtés. Et même le grand frère qui doutait là, il y a quelques minutes d'eux. Donc là, il a dit, il l'a regardé, il lui a dit, je te jure que cette maison, elle est habitée, il faut me croire. Maintenant, ça y est, je vous balance la vérité. L'endroit est surpeuplé de démons. Et il lui dit, la maison, elle est remplie, mais surtout le 3e étage. Donc là, le grand frère, il dit, ok, n'ayez pas peur. Il ferme la porte de la chambre. S'il vous plaît, mettez-moi mon petit like. Regardez la fatigue que j'ai et l'émotion que je vous donne là pour raconter cette histoire. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt vers la fin, mais je sais que vous aimez les formats longs. Je voulais la faire au début, dites-vous, en 2 parties, mais je me suis dit, allez, il vous fait plaisir, une XXXL, donc mettez-moi mon petit like et abonnez-vous et partagez. Donc là, le grand frère, il fait quoi, mes capuchinettes, il ferme la porte de l'intérieur à clé, il dit à ses frères et tout de se réunir dans un même coin et il prend El Mus'haf, c'est-à-dire il prend le livre du Coran. Il leur dit, vous inquiétez pas,
on a le Coran avec nous et surtout on a Dieu avec nous. Je vais réciter et ça va nous protéger. Donc là, il dit, Saad, il était rassuré un peu, mais quand même en panique. Plus, il nous dit, à l'époque, ils n'avaient pas les portables. Ils étaient en galère de téléphone. Donc, il dit, c'était el-ardi, c'est-à-dire c'était le fixe. Mais le fixe, il se trouve à l'extérieur. Et les parents, ils n'ont même pas de portable. Donc, comment les joindre? Donc, il dit, ils se sont vraiment retrouvés qu'avec eux-mêmes et surtout qu'avec Dieu. Donc là, il dit, le frère récitait, mais il n'y avait aucun bruit. Il n'y avait plus de bruit, à part l'appel que, en haut, la chose, elle a appelé le nom de la fille qui était partie se soigner. Il n'y avait plus rien. Mais le frère récitait juste pour les protéger. Il dit, là, ce qui est drôle, c'est le fait qu'il n'y ait pas de bruit, ça leur ajoutait de la tension. Parce que moi, quand il y avait du bruit, ils savaient qu'il y avait quelque chose. Mais là, ils étaient perdus. Ils ne savaient pas, en fait. D'un seul coup, il y a des cris qui ont commencé à se faire entendre dans la maison. Des cris de femmes. Ensuite, c'était des cris d'hommes, des cris d'enfants, des pleurs, des bruits d'animaux, des aboiements. Bref, la maison, elle est devenue horreur. Et tout ça, là, c'était derrière la porte. Imaginez, il dit, il n'y avait qu'une porte qui les séparait des choses horribles, occultes qui étaient de l'autre côté. Il dit, plus ils mettaient de l'intensité dans leurs cris, ces choses, dans leurs pleurs, pour les faire peur et les déranger et aussi perturber le grand frère qui était en train de réciter le Coran, mais lui se laissait pas perturber, il rajoutait en fait en intensité, en puissance et il récitait de plus en plus fort. Il dit ça, il n'oubliera jamais comment son frère, c'est son héros jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de sa vie, parce que il les a confrontés. Genre, il n'a pas bugué. Il voulait les protéger, quitte à lui se mettre en danger, mais en tout cas, c'était leur bouclier quoi, à ce moment-là. Il nous dit, Saad, il a commencé en bas de la porte à voir des ombres, des choses se déplacer. Donc il dit, il a fait un signe à son frère qui était en train de réciter, genre regarde. Et il a baissé, il a regardé et il était choqué, il a sorti des grands yeux comme ça et il continue de réciter, réciter, réciter. Là, ils ont commencé à entendre que la vaisselle, les vases, les choses étaient en train d'être balancées avec en même temps des cris, tout est en train d'être saccagé par le monde occulte, mais le frère il résistait, il continuait de réciter et il dit d'un seul coup, à un moment donné, voilà la maison qui redevient dans un calme olympien. Donc, comme il n'y avait plus de bruit, le frère aussi, il a arrêté de réciter. Il y a eu un énorme silence. Il dit, ils entendaient que les cœurs de chacun et les respirations et la panique et les reniflements des pleurs. Donc Saad nous dit, aucun d'eux n'osait respirer ni parler. Le frère, il leur a fait signe comme ça, genre, la tkallemon, genre, il a même pas chuchoté comme je vous ai fait, la tkallemon, genre, il leur a fait comprendre, ne parlez pas, faites pas de bruit. Donc le frère, il a le livre comme ça du Coran ouvert, il le met contre lui, il se lève tout doucement, et il veut savoir, mais pas en ouvrant la porte, il est pas fou, merde, 10% le téléphone, il est pas fou, donc, attendez, je mets économie des... Il n'est pas fou, il va pas ouvrir la porte, il colle, quand il arrive, eh bien son oreille pour entendre si la situation est redevenue calme ou pas. Il nous dit, Saad, à peine son grand frère il avait collé son oreille à la porte, que là, il y a eu un coup, paf, il y a eu plusieurs coups, que la porte, elle est en train de bouger. Donc, le frère, il a reculé et tout de suite, il a repris à réciter, à réciter. Il a dit, ils ont tous crié et le frère leur a dit, fais signe comme ça, calmez-vous. Et il a récité, récité et ça continuait de frapper. Et il voyait la poignée comme ça qui se baissait, mais alhamdoulilah, elle était fermée à clé. Il dit, dites-vous, cette situation d'horreur avec la porte qui frappe et l'impression qu'elle va tomber à n'importe quel moment. Ils sont restés comme ça durant 1 heure. Et durant 1 heure, le frère, il n'a pas arrêté de réciter, si bien qu'il voyait qu'il transpirait, qu'il commençait à fatiguer, que sa voix a commencé même à s'éteindre tellement qu'il mettait de l'intensité. Et là, quand il arrive ça, dites-vous, maintenant le soir, il était venu, mais les parents, ils étaient toujours pas de retour. Donc là, il dit, au bout d'un moment encore, ça a commencé, les sons, à redescendre comme à se faire moins entendre dans la maison. Ils étaient tellement fatigués que même les plus petits d'entre les frères et sœurs s'étaient endormis. Et là, à un moment donné, il dit, ils entendent la voix de leur père qui leur dit « Wenkom, vous êtes où les enfants? Vous êtes où ?» Donc là, il dit ça, on était tous contents d'entendre enfin la voix de notre père. Mais le frère, il les a empêchés, celui qui avait lu, et bien d'ouvrir la porte. Attention, imaginez que ce soit un piège. Donc le grand frère, il va voir la jugeote d'aller regarder par la fenêtre et il va voir
sa mère dans la voiture avec la sœur. Et donc, il comprend que c'est bien, c'est les parents. Là, ils étaient rassurés. Les plus grands, ils ont porté les plus petits qui dormaient parce qu'ils ne voulaient pas se réveiller, les pauvres. Ils avaient tellement pleuré, tellement paniqué. Ils ouvrent la porte et là, ils trouvent le père qui était en train, miskin, de les chercher. Et là, il dit, Saad, sans que le grand frère il lui raconte ce qui s'était passé. Il était tout pâle, celui, miskin, qui est le grand frère qui les a protégés. Le père, il leur a dit, venez vite, courez, courez, on part, on laisse tout, on abandonne tout, on part de cette maison horrible. Donc là, Saad, il était choqué, ouais, comment ça, le daron, comme ça, il a changé d'avis et tout. Donc ils sortent tous, il dit, ouais, dans sa tête, Saad, le cas, il est grave. Donc ils se sont tous jetés dans les voitures, le père il a accéléré, il dit ça, ils sont partis, ils ont tout laissé ouvert, leurs vêtements, tout, ils voulaient juste partir. Donc ils sont arrivés chez l'oncle, il les a accueillis, le père il a tout raconté, tout le monde était choqué et en grosso modo il nous dit ça en fait. C'est le fait qu'il soit parti chez le Raqi qui a réveillé le père parce qu'il lui a dit il faut que vous partiez là-bas parce que la chose qui avait possédé la fille, elle a parlé, elle a dit à l'imam, on leur a fait plusieurs fois des signaux de quitter, de partir, mais il voulait pas et le père il nous a genre en gros mis au défi que c'est nous qui allons partir. Alors comme nous on gagne toujours les défis, on s'est attaqué à sa fille et qu'en gros s'ils ne partaient pas, ils allaient tuer la petite. Donc, ils ont dit à l'imam qu'on sort du corps de la petite et qu'on la laisse tranquille. Si le père, il dit qu'il quitte tout de suite. Donc, c'est pour ça que le père, il est venu en trompe dire à ses enfants, on part tout de suite. Et au bout de quelques jours, la fille, elle avait retrouvé sa santé et elle n'était plus possédée. Donc, Saad, il nous dit, il n'oubliera jamais que ce soit lui, ses parents, ses autres frères et sœurs, et bien ce qu'ils ont vécu dans cette maison, qu'ils n'ont jamais voulu même retourner chercher leurs vêtements, qu'ils ont tout recommencé à zéro et que ils sont restés vivre les 1 an, le temps de la construction de leur villa, et bien chez l'oncle qui les avait accueillis cette nuit où ils se sont sauvés. Désolé, ce rush ne s'était pas enregistré, mais j'allais vous dire que concernant le propriétaire, le père n'avait jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il lui a jamais répondu au téléphone. L'adresse où il s'était retrouvé, il y allait, il l'avait pas trouvé là-bas. Donc jusqu'à aujourd'hui, il nous dit que ça reste un mystère. Et donc le père n'a jamais récupéré ses 1 an de loyer. Mais le pire avant de fermer cette vidéo, c'est qu'ils ont su, la famille, eh bien, qu'aucune des personnes qu'ils ont vues, des voisins le soir, vous vous rappelez quand ils sont partis chercher à manger, etc. Et toutes des personnes, en fait, il n'y a personne qui habite dans cette rue, il n'y a personne qui habite dans cet endroit. Tout le monde connaît l'histoire eh bien, de cet endroit et les choses qu'ils ont vues. Dites-vous que c'est le quartier des djinns. Des démons, c'est le quartier des démons, mes cappuccinos, cappuccinettes. Donc, imaginez, vous vous retrouvez dans un quartier, vous pensez, vous avez des voisins, des voisines, mais ils sont de l'autre monde. J'ai fini cette vidéo cappuccino, cappuccinette, je vais faire très vite puisque il me reste moins de 10% de batterie dans mon téléphone, donc il est minuit 56 quand je vous finis cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, aimé et que vous avez surtout frissonné. C'est une histoire vraiment de fou qui fait paniquer. On est content qu'à la fin, alhamdoulilah, cette famille s'en soit sortie, mais d'être buté là, comme le père, c'est pas bon en fait. Volontairement, tu mets ta famille en danger pour quelques économies, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est vrai qu'ils avaient des signaux, la phrase qu'il a dit, le père, vous savez que les choses occultes allaient les démarrer. De cette manière-là, je ne pensais pas, mais en tout cas, le père, il a voulu jouer, mais tu joues pas. Il y a des gens et des personnes avec qui tu joues, mais l'autre monde, non, tu joues pas avec eux, tu leur donnes pas surtout un défi. Donc, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de me mettre mon petit pouce et de partager et de vous abonner à cette vidéo. Et surtout, si vous avez regardé jusqu'à ici, un énorme merci et merci de m'écrire en commentaire. Est-ce que le père, il vous a énervé ou pas? Parce que moi, il m'a énervé, il avait des signaux et il peut pas ne pas faire l'aveugle comme ça. Donc voilà, je vous invite aussi à venir me suivre sur mon Instagram, mon TikTok et mon
Snap, je n'ai pas de Facebook et je n'ai pas de Twitter. Et je vous dis à la prochaine. C'est une clôture de vidéo un peu rapide parce que je vous jure que de tout petits traits là, je vais faire un screen comme ça, je vous montre. En tout cas, j'ai aimé passer ce moment avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine histoire tout aussi frissonnante. Et je vous fais de gros bisous et à très très vite. Ciao!